Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui placent la responsabilité sociétale et environnementale au cœur de leur stratégie de développement. Bonjour Nathalie. Bonjour Thomas. Tout va bien ? Tout va bien. Toujours. Alors on attaque. Parfait. Au programme aujourd'hui, l'invité de Smart Impact, c'est Soumya Malinbaum, la vice-présidente business development chez Keyrus, groupe de services numériques, ou comment la transformation digitale peut porter une stratégie RSE. Notre débat porte sur l'engagement syndical. Comment intégrer la dimension écologique à l'action sociale et faut-il créer un syndicat spécifique? Réponse tout à l'heure. Et puis une association dans Smart Ideas, l'Envol Vert, agit pour la préservation des forêts et questionne la grande distribution sur la réalité de son engagement environnemental. Voilà pour les titres. C'est parti pour 30 minutes de Smart Impact. Bonjour Soumya Malinbaum, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc vice-présidente de Keyrus. Votre métier, c'est la transformation numérique, l'utilisation des data, c'est ça pour être précis ? Alors, toute la chaîne de valeur autour de la data, que ce soit l'exploitation des données structurées, mais aussi non structurées, que sont les big data, la qualité de ces données, la valorisation de toutes ces données, l'architecture, comment on va les installer dans des data lakes, et puis en fait, au bout du compte, comment on va valoriser ces données pour en faire des leviers de croissance et des nouveaux business models pour nos clients. Keyrus, c'est plus de 3000 collaborateurs, 3200 pour être précis. Vous êtes présent dans 20 pays, 24 ans d'expérience, 30 nationalités et un chiffre d'affaires de 286,7 millions d'euros en 2019. Qui sont vos clients, tiens, si vous deviez citer quelques-uns de vos clients principaux ? Nos clients sont évidemment les grands comptes, le CAC 40, c'est globalement un peu les clients de beaucoup d'entreprises de services numériques, mais ce sont aussi les gros ETI et puis les PME de plus en plus. Mais globalement, les grands projets de transformation et finalement la prise de conscience de ce que représentait la donnée dans les organisations est beaucoup plus prise en charge par les grandes entreprises. Et nous travaillons à la fois dans le secteur de l'industrie, de l'énergie et des utilities, et puis bien sûr les grands consommateurs que sont la banque et l'assurance, qui sont maintenant devenus des fintech, enfin, je veux dire, le numérique est partout, donc j'ai envie de vous dire partout. Dans toutes les boîtes, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Mais c'est vrai qu'on est... Avec des secteurs qui s'y mettent lentement mais sûrement, c'est-à-dire qui n'y étaient pas il y a peut-être 5 ans et qui aujourd'hui font de la data et de l'utilisation, de la valorisation de la data un élément important. Oui, nous sommes présents dans 9 régions en France. Donc dans les territoires, on voit aussi que de très très belles ETI françaises ont vraiment pris conscience de la valorisation de ces données et comment elles pouvaient rebondir par rapport à leur activité, leur croissance, leur compétitivité. Donc on a aussi ce maillage territorial avec des ETI françaises, familiales, et puis les grands groupes que l'on connaît, parisiens, globaux, mondiaux, puisqu'on les accompagne parfois aussi sur le plan international. Donc de multiples clients, vous l'avez dit. On est là aussi pour parler de RSE. Alors absolument. Vous les accompagnez évidemment pour être plus performants, pour être plus rentables. Oui. Mais quelle place tient la RSE ? Est-ce qu'elle devient de plus en plus centrale ? Est-ce que c'est des questions qu'on vous pose par rapport à la gestion des data ? Alors, effectivement, la RSE, chez Keyrus, j'ai envie de dire, c'est notre ADN, parce qu'effectivement, depuis la création, et on va dire depuis plus de 15 ans, il y a eu une accélération autour de l'enjeu, le pilier social. Parce que la RSE a ses 3 piliers, social, sociétal, environnemental. Et c'est vrai que nos collaborateurs, l'humain, qu'ils soient hommes et femmes, pour nous, c'est notre première asset dans le groupe. Et on a déployé très très vite une politique sociale, à la fois sur la formation, mais aussi sur le bien-être au travail, et puis sur cet enjeu de diversité, d'être en capacité d'ouvrir à tous les talents, quel que soit son âge, son origine et son genre, surtout dans le numérique. Chez vous, mais chez vos clients aussi ? Ce sont chez nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis en avant auprès de nos clients qui étaient aussi très engagés. Mais évidemment, l'accélération Covid et cette crise sanitaire a fait un passage on peut parler parfois de green ou de RSE en termes de communication. C'est passé à un enjeu véritablement
économique, social et même parfois de survie pour certaines entreprises. Mais la data, en quoi la data, ça peut être un levier de cette mutation RSE, si on essaye de rentrer un peu dans la mécanique, d'une certaine façon? Déjà, la chance que nous avons en France et en Europe, on parle beaucoup de souveraineté numérique, mais celle qu'on a en tous les cas, et on peut la revendiquer, c'est la souveraineté concernant la protection de nos données. Et aujourd'hui, déjà, ce travail de pouvoir protéger les données et de mettre en place chez nos clients toute cette architecture qui est légale, qui est réglementaire. Donc, on voit que cette contrainte est arrivée, mais nos clients vont au-delà de cette contrainte et nous les accompagnons justement à mettre en place leur RGPD, leur Data by Design. On a nous-mêmes des référents RGPD dans les 20 pays dans lesquels nous sommes. On essaie de voir, même si la RGPD n'est pas la même en Europe que dans d'autres pays, on essaie de créer une coordination puisqu'on considère que la protection des données, elle fait partie des enjeux sociaux et sociétaux de nos entreprises. Et alors, dans votre politique RSE, il y a pas mal de questions. Nathalie, il y avait une question sur la consommation et l'électricité. Oui, parce que vous avez abordé l'aspect sociétal, mais l'aspect environnemental, il existe toujours. Et il y a notamment le think tank Shift Project qui a publié récemment un nouveau rapport. C'est son 3e rapport sur la sobriété numérique qui parle d'une consommation en expansion permanente. On est à plus de 9% de consommation d'énergie. Donc la gestion des données, il y a de plus en plus de données et il va y en avoir de plus en plus, puisqu'on parle aussi de tous les objets connectés, tout ce qui se développe aussi autour de ça. Comment vous gérez cette question-là et cet aspect aussi écologique important? Alors c'est vrai que le secteur du numérique a été un peu l'oublié sur ces sujets. On a vraiment mobilisé les gros acteurs, les gros pollueurs. Et on est en train de découvrir, et aussi avec la montée de la digitalisation partout dans notre vie personnelle et privée, que le numérique consomme chaque année plus de 9%. Donc déjà chez Kerus, nous on respectait le pacte des Nations Unies sur le bilan carbone. Ça, évidemment, tout le monde le fait. Ce que nous venons de faire tout à fait récemment, avec une initiative de l'ensemble des entreprises de services numériques auprès du Syntec numérique, donc ce sont les éditeurs, les conseils en technologie et puis les ESN que nous représentons, donc plus de 530 000 salariés. Nous avons lancé un manifeste qui s'appelle Planète Tech Care et qui a pour vocation justement de sensibiliser et de prendre en considération cette pollution exponentielle du numérique, à la fois sur les data centers, mais aussi dans toute la chaîne de production. C'est aussi la production des métaux rares pour la construction d'eux. Donc c'est vraiment toute la chaîne. Des gros GAFA aujourd'hui s'en sont emparés. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est déjà avec 10 partenaires et également aussi le SIGREF, des acteurs qui sont notre écosystème, de travailler sur des ateliers. Et le premier va être sur la sobriété numérique. Dont on parlait. On est en plein dedans. On est dans le sujet. Voilà. Ça passe par quoi? Ça passe par des solutions techniques, technologiques pour trouver, pour un peu moins consommer, ou pour utiliser peut-être l'énergie produite par les data centers et la redistribuer, parce Absolument, que c'est aussi une des solutions qui est déjà en cours. de recyclage. On va s'inspirer aussi d'autres secteurs qui sont peut-être plus en avance que le nôtre. Toujours est-il que nous souhaitons aussi à terme pouvoir identifier un indicateur de consommation de CO2, ce qui nous permettra de mesurer et de pallier à ces problèmes. Puisque, voilà, définir des indicateurs de mesure, ça reste quand même le premier sujet, puisqu'on part un peu non pas d'une feuille blanche, mais le numérique... C'est pas si simple de mesurer. C'est pas si simple sur le sujet en tous les cas, sur le sujet du numérique, pour un numérique plus sobre, plus responsable et évidemment plus éthique. Ça, c'est sur le volet social. Là, vous me posiez la question sur le volet environnemental, mais il y a aussi l'enjeu social, comment le numérique peut aussi être un levier de création d'emplois. Vous avez un code d'éthique interne. Quels sont les grands principes de ce code d'éthique interne chez Kerus? Alors, le code d'éthique interne, c'est le respect. C'est extrêmement important. C'est la diversité.
parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, la diversité est dans l'ADN de Kerus. On a plus de 30 nationalités, on favorise tous les critères de non-discrimination. On a été le cofondateur de cette association, l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité. Et d'ailleurs, vous avez une fondation aussi qui va dans ce sens de la mixité sociale. Absolument, absolument. La fondation qui a été aussi fondée par le président Eric Cohen, qui est une fondation d'entreprise, doit être en fait le bras armé aussi de notre politique RSE, plutôt pour mobiliser aussi les collaborateurs à travers du mécénat de compétences dans des associations qui vont agir sur la mixité sociale, mais aussi demain la protection de l'environnement. Donc on est en train aussi d'identifier des associations qui pourraient nous accompagner sur cette sobriété numérique. Tout ça est très nouveau. Ouais. Et la féminisation aussi de... Oui. Parce que c'est vrai que alors c'est assez occidental, ça, le fait qu'il y ait peu de femmes dans les métiers du numérique. C'est pas vrai dans d'autres régions du monde. Vous essayez d'améliorer, on va dire, cette situation ? Il y a plus de femmes qui travaillent dans le numérique. Il y a d'autres régions dans le monde où il y a plus de 27% de femmes dans le numérique. Mais oui. Ah oui. Non ? Je ne sais pas. Vous connaissez ça mieux que moi. C'est ce que nous avait dit un de nos invités, notamment du côté de l'Inde, dans cette partie du monde. C'est des métiers qui sont plus mixtes qu'en Occident. Mais bon. Possible. En tous les cas, dans les pays occidentaux, y compris les États-Unis, on va dire l'Europe élargie, aujourd'hui... il n'y a que 27% de femmes dans les métiers du numérique et c'est une tendance décroissante, puisque depuis 10 ans, dans le métier de la data, il n'y a que 15% de femmes et à peine 5% dans l'IA. Donc on voit bien, à la fois ce sont des métiers nouveaux, à la fois dès le début, c'est ce que nous faisons chez Kerus, c'est de prendre à bras-le-corps le sujet de la mixité à travers nos métiers, qui sont les métiers finalement les plus inaccessibles aux femmes. En allant justement avec la formation Femmes at Numérique qui œuvre aussi, donc nous sommes plusieurs. L'intérêt aussi, je pense, dans ces actions, c'est de travailler en collectif, puisqu'en fait on échange beaucoup de bonnes pratiques et vraiment le sujet c'est évidemment de repartir depuis l'école, de travailler sur les sujets d'autocensure et ensuite de libérer l'entreprise des plafonds de verre qui peuvent empêcher les femmes à aller vers ces métiers. Donc nous, on favorise aussi la mobilité horizontale dans l'entreprise. On peut avoir des femmes chefs de projet, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 40% de femmes dans nos effectifs, et notre index égalité est de 88. Mais on a bien conscience que sur les 40% de femmes, on a beaucoup de femmes dans les fonctions support et un peu moins dans les métiers que sont la tech. Merci beaucoup. Merci Soumya Malamboum d'être venue dans notre émission. À bientôt sur Bismarck. Tout de suite, notre débat sur l'action syndicale. Comment intégrer la dimension écologique à l'action syndicale? C'est le thème du débat du jour. Nous recevons en plateau Maxime Blondeau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur et porte-parole du Printemps écologique. Ça, c'est un mouvement lancé en début d'année. Puis quelques mois plus tard, vous avez lancé un éco-syndicat. Vous allez nous en dire évidemment un peu plus. Et puis nous sommes en visioconférence avec Philippe Portier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national CFDT, responsable de l'ESS. Je vais commencer par vous. Quand on parle de RSE, et c'est le cas évidemment dans cette émission, le S de sociétal prend de plus en plus d'ampleur. C'est pour ça que la CFDT, un syndicat, a plus que jamais place dans le débat écologique ? Écoutez, la CFDT, j'ai envie de dire, depuis sa création, en fait, s'intéresse aux questions écologiques. Dans les années 70, on avait écrit un livre avec plusieurs fédérations qui s'appelait déjà « Les dégâts du progrès ». C'est pour vous dire que cette question nous suit de plus en plus. Et là, dernièrement, on a créé avec 60 associations ce qu'on appelle le pacte de pouvoir de vivre pour, en fait, prendre une transition écologique qui soit juste socialement. Et ça intègre donc les composantes environnementales, mais aussi la pauvreté, les inégalités, le logement, etc. Vous aviez déjà signé aussi 66 propositions avec une cinquantaine d'organisations signataires, dont la Fondation Nicolas Hulot. Donc ça, c'était, on va dire, après la crise des Gilets jaunes. Donc un vrai engagement actuel sur ces sujets. Tout à fait, c'était après la crise, mais ça se poursuit. Oui. Nous sommes 60 maintenant. Nous avons fait un tour de France des régions. Il y a eu beaucoup de monde.
Je crois que les questions écologiques et de transition écologique se prêtent bien à la démocratie participative. Donc je pense que ça, c'est une vraie ouverture pour faire revivre notre démocratie au plus près des citoyens. Maxime Blondeau, on se dit, puisque certains syndicats portent ces enjeux, et comme nous le disait Philippe Portier depuis longtemps, pourquoi avoir transformé ce qui était un mouvement associatif en syndicat depuis le mois de mai? Pourquoi un syndicat supplémentaire, mais spécifique, particulièrement sur ce thème? Alors, la première raison, c'est que nous voulons répondre à une aspiration. Aujourd'hui, 70% des Français, 70% des salariés plus précisément, veulent en faire plus pour la transition écologique dans leur entreprise et n'y parviennent pas. C'est donc qu'aujourd'hui, l'aspiration ne rencontre pas les mécanismes de représentation et les mécanismes d'action. Les syndicats, dont la CFDT, les autres, disposent du monopole des accords collectifs, le monopole des négociations collectives. C'est-à-dire qu'une association, une ONG, un collectif de salariés ne peut pas, à l'intérieur de son organisation, signer un accord contraignant. Et on part d'un autre constat qui est que les modèles de production, l'appareil productif ne change pas assez vite. Donc notre idée, c'est d'abord d'aller rencontrer aujourd'hui les mouvements citoyens, les mouvements climat, les associations, les ONG qui militent et qui sont très nombreux, hein, on les compte en plus, enfin, ça représente plusieurs millions de personnes aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait se rencontrer cette énergie et la transformation des modèles productifs, c'est-à-dire l'action syndicale, puisqu'il n'y en a pas d'autres aujourd'hui susceptibles d'accélérer le changement. Alors, on peut faire que réagir, évidemment, Philippe Portier. Vous avez entendu, Maxime Blondeau dit qu'il n'y a pas les mécanismes, pour le moment, en entreprise pour faire bouger les lignes. J'imagine que ça vous fait réagir. Ça me fait réagir sur plusieurs plans. Alors déjà, bienvenue à Maxime. Hein. Je pense que... alors on verra si la concurrence a des vertus dans le domaine. Mais je pense qu'on peut être aussi tout à fait complémentaires et d'avoir un aiguillon syndical qui fasse en sorte que les questions écologiques prennent le devant de la scène, c'est pas une mauvaise chose. Donc nous, on est tout à fait ouverts pour travailler de concert dans les entreprises où cette nouvelle organisation serait présente. On reçoit énormément de chefs d'entreprise, de directeurs RSE dans cette émission qui mettent en avant la mutation. Alors parfois le chemin est long, ou alors au contraire il a été engagé il y a longtemps. Vous pensez que sans l'aiguillon syndical, les entreprises ne vont pas assez vite? C'est ça, si je vous entends bien? Pourtant vraiment on a des déclarations des déclarations d'espoir et des actes qui sont exposés ici dans cette émission. Donc qu'est-ce qui manque d'après vous? Alors, je vais réagir simplement à un petit point, et puis ensuite je vais répondre à votre question. Pas de problème. D'abord, l'idée n'est pas de mettre en concurrence l'écologique et le social, c'est très important. Notre approche est plutôt de reprendre tout le champ des négociations collectives actuelles, notamment la protection sociale, la formation professionnelle, etc., et de les revoir, de les relire, de les repenser au prisme des nouvelles contraintes et du nouveau paradigme dans lequel on plonge aujourd'hui au XXIe siècle, c'est-à-dire les contraintes écologiques. Donc l'idée n'est pas d'opposer l'écologique et le social, mais plutôt de repenser la question sociale, compte tenu de ces paramètres-là. Voilà, je voulais simplement préciser ce point. Ensuite, par rapport à votre question, aujourd'hui, un certain nombre de dirigeants prennent ce sujet en main, en sont conscients. On a la question de la raison d'être, on a les entreprises à mission, et tout ça, ce sont des transformations très positives. En revanche, l'histoire nous l'a montré, puisque depuis le 19e siècle, en gros, la représentation des salariés s'organise et est le véhicule du progrès social. L'histoire nous a montré qu'il s'agit de créer des synergies entre les salariés, qui représentent quand même les forces vives des entreprises aujourd'hui, les dirigeants. Et aujourd'hui, puisque les modes d'organisation se sont transformés, il s'agit de sortir de la confrontation bilatérale entre les employés et les employeurs, dans le cadre du dialogue social, mais d'y intégrer toute la complexité du XXIe siècle, c'est-à-dire les actionnaires et la société civile. Donc aujourd'hui, nous, on aspire à un dialogue social qui se complexifie et qui permet d'intégrer toutes les parties prenantes d'une organisation, les employeurs, les employés, les actionnaires qui ont un pouvoir d'influence énorme sur les organisations, et également la société civile, notamment les associations reconnues par le ministère de l'Environnement, qui peuvent aussi apporter leur voix dans les grandes structures surtout, hein, et également dans les PME, pourquoi pas. Donc on a cette aspiration-là, c'est-à-dire que le dialogue social aujourd'hui doit s'adapter aux réalités du siècle. Alors j'imagine, Philippe Portier, que vous pouvez que réagir. On parlait de la loi Pacte aussi. Quel rôle vous pouvez jouer? On parlait tout récemment de la construction, de la raison d'être, l'implication des salariés. Les syndicats ont un rôle spécifique aussi à jouer? Nous, on estime déjà que le dialogue social tel qu'il est aujourd'hui n'est pas satisfaisant dans notre pays.
Il y a eu, depuis les ordonnances travail, une forte réduction des moyens syndicaux. Le dialogue social est plutôt contraint. C'est-à-dire que les thématiques sont dictées par la loi, mais si on n'a pas ces contraintes-là, il ne se passe pas grand-chose. Donc Pourtant, il y a une mutation. Les entreprises ont visiblement envie d'aller dialoguer avec leurs salariés. Non, il y a pas. Non, Tout vous le dépend sentez du pas, type vous. d'entreprise. Je pense qu'il y a certaines entreprises qui sont très directement confrontées à la transition écologique. Et dans ce cas-là, bien sûr, c'est une question de stratégie pour elles. Elles bougent et éventuellement elles en discutent. Mais il y a tout un tas d'entreprises qui sont très attentistes et qui n'abordent pas du tout les questions écologiques, y compris les questions écologiques de tous les jours. L'isolation de leurs locaux, comment ma flotte de véhicules, je fais en sorte qu'elle soit moins carbonée, etc. etc. Donc Et ça, c'est quoi pas la abordé prochaine dans étape pour vous dans ce dialogue social? Pardon, je ne vous ai pas entendu. Ce serait quoi pour vous la prochaine étape dans ce dialogue social? Alors nous, déjà, on Pour estime qu'il faut rééquilibrer le pouvoir des salariés par rapport à celui des actionnaires, donc aller vers un système de codétermination à la française, où les salariés peuvent beaucoup mieux s'exprimer. Et le dialogue social, il portera, j'espère, sur toutes les questions qui ont sujet à décarboner l'entreprise. C'est aussi l'organisation de la production de biens et de services, de manière à faire en sorte que les circuits soient plus courts. C'est comment l'entreprise est plus vertueuse et comment avec ça on crée des marchés à proximité sur son territoire, et comment par rapport à ça on implique les parties prenantes d'un territoire, que ce soit des associations, des ONG, des citoyens, les collectivités locales, pour créer des nouveaux modèles économiques sur un territoire. Merci beaucoup, ça passe vite les 10 minutes. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas avec l'ONG Envolvert. Une association aujourd'hui dans Smart Ideas, une ONG Envolvert. Bonjour Elie Favrichon. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chargé de mission empreinte forêt chez Envolvert. Je dois dire à nos téléspectateurs qu'on a essayé de monter un débat sur le thème de la déforestation entre vous et des représentants de la grande distribution. Bon, ça n'a pas été possible, mais on va quand même aborder la thématique. D'abord, peut-être poser le décor. Votre combat, l'un de vos combats les plus urgents, c'est ça, c'est la déforestation aujourd'hui. Oui, en effet. Donc l'association Envolvert, c'est une association qui a été créée en 2011 et qui vise à préserver les forêts dans le monde et la biodiversité. On travaille principalement en Amérique du Sud, en Colombie et Pérou, et aussi en France. Donc on a deux axes de travail, on va dire, principalement la mise en place de projets de terrain avec les populations locales, sur des alternatives, notamment l'agroforesterie. Et on a aussi une partie sensibilisation et plaidoyer, avec notamment la mesure de l'impact de nos consommations en tant que Français sur les forêts dans le monde, et du plaidoyer sur l'impact des entreprises françaises à l'étranger, sur les forêt. La situation globale, mondiale, on ne parle pas que de la France évidemment, parce qu'en France je crois qu'il y a plutôt plus de forêts qu'il y a quelques décennies, ça vous pourrez me confirmer ou pas, mais au niveau mondial, ça s'aggrave la situation? Au niveau mondial, on va dire que la déforestation continue à un rythme alarmant. Ouais. Mais est-ce que l'Amazonie est à un point de non-retour? C'est ce qu'on commence à dire. Oui, alors parce que là, en l'espace d'un an, ça s'est accéléré à une vitesse grand V. Oui, donc en 2019, il y a eu 10 000 km² qui ont été détruits dans l'Amazonie brésilienne. Et c'est le plus haut taux depuis 2008, je crois. Et oui, en effet, donc il y a des études qui montrent qu'il y aurait un point de basculement, un point de non-retour qui serait presque atteint. Donc il se situe entre 20 et 25%. Et donc voilà, si on atteint ce seuil-là, ça serait irréversible, c'est-à-dire qu'on s'approcherait d'une savanisation de l'Amazonie, donc un changement vraiment complet de l'écosystème avec tous les impacts que ça aurait sur la biodiversité notamment. Alors, vous questionnez certains groupes de grande distribution sur leur engagement environnemental et notamment leur rôle dans la déforestation. Pourquoi ? Alors, nous, on s'est intéressé au plus gros facteur de déforestation, on va dire, en Amérique du Sud et notamment au Brésil et en Colombie, qui est l'élevage bovin, qui est responsable, selon les chiffres, entre 60 et 80%, on va dire, de la déforestation dans ces régions-là. Et il faut savoir que c'est principalement consommé localement. La viande produite est principalement consommée localement, mais elle est distribuée via des marques qui sont des entreprises françaises. Donc il y a le groupe Casino, il y a le groupe Carrefour, qui représentent des parts importantes du marché de la distribution dans ces pays-là. Donc le groupe Casino, notamment, est leader de la distribution en Colombie, avec environ 47% des parts de marché. Et en Colombie, il est numéro 1, au Brésil, pardon, il est numéro 1 avec 15% des parts de marché.
Et donc vous leur demandez de ne plus vendre ce bœuf qui est à l'origine de la déforestation, si Exactement, je comprends bien, exactement. Donc nous, pendant un an, on a mené une investigation avec des partenaires locaux pour mettre en évidence ces liens entre des zones déforestées, les abattoirs et les produits vendus directement dans les magasins du groupe Casino. Donc ces preuves-là, on a réussi à vraiment à prouver ce lien entre la déforestation et les produits directement vendus. Et du coup, nous, ce qu'on dit, c'est que le groupe Casino étant un groupe français, ils ont une responsabilité sur la déforestation en Amérique du Sud et doivent donc mettre en place des actions pour lutter efficacement contre cette déforestation. Sachant qu'en France, il y a des lois. Hein. Il y a la loi sur le devoir de vigilance sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Il y a aussi la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Bon, j'imagine quand même que ces grandes enseignes, la grande distribution, elles vous écoutent. Elles ont quand même conscience de cette réalité. Alors, il y a deux choses différentes. Oui, je pense que la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, c'est au niveau du gouvernement pour lutter contre la déforestation qui est importée. Donc notamment, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ne pas acheter des produits qui provoquent de la déforestation dans certains pays du monde, c'est ça, hein? Donc c'est un peu complexe, on va dire, mais typiquement, si on achète de la volaille en France, elle est fortement nourrie à base de tourteaux de soja. Et ce tourteau de soja est fortement importé de pays tels que le Brésil, où il est responsable de déforestation. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle la déforestation importée, c'est-à-dire que l'impact de notre consommation est à l'étranger, notamment en Amérique du Sud. Voilà. Donc ça, c'est ce sur quoi se travaille la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Et ensuite, la loi sur le devoir de vigilance, c'est un autre aspect, c'est-à-dire que des entreprises d'une certaine taille, avec un certain nombre de salariés, je crois que c'est plus de 5000 en France, doivent mettre en place un plan de vigilance pour évaluer et lutter contre les atteintes aux droits de l'environnement et aux droits humains sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est-à-dire leurs filiales directes, mais aussi leurs fournisseurs. Et même si ces impacts sont à l'étranger. Donc c'est le cas du groupe Casino, qui est une filiale française, avec plus de 5000 salariés, mais qui est propriétaire, enfin, qui a une filiale en Amérique du Sud qui s'appelle Grupo Pão de Açúcar, et qui est responsable de déforestation. Et donc elle doit mettre en place ce plan de vigilance, et nous, on demande certaines actions concrètes, notamment l'élargissement, une politique zéro déforestation et l'élargissement à l'ensemble des fournisseurs, des marques, des biomes, donc c'est-à-dire l'Amazonie, mais aussi le Cerrado et le Pantanal qui ont souffert de déforestation importante, et ne pas laisser surtout la vérification de cette présence de déforestation aux abattoirs. C'est-à-dire que pour l'instant, ils laissent les abattoirs faire la vérification et ils leur font confiance. Et nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit le groupe Casino directement qui réalise ce contrôle pour être vraiment sûr. La dernière question, on a parlé du bœuf, vous avez évoqué le soja, c'est aussi un facteur de déforestation? La culture du soja, c'est ça? Bien sûr. C'est un cycle, bien sûr, mais on va dire qu'en Amérique du Sud, les deux principaux facteurs, c'est l'élevage bovin et le soja, avec l'élevage bovin un petit peu plus présent dans l'Amazonie et le soja principalement présent dans le Cerrado. Merci beaucoup, merci Élie Favrichon. Envol Vert, donc c'est le nom de votre association. À bientôt sur Bismart. Merci Nathalie. Merci Thomas. Demain, Émilie est de retour. Oui. Je vous dis à bientôt, forcément. À bientôt. Et en tout cas sur Ecopo, puisqu'on vous lit aussi sur le site d'Émilie. Et on écoute aussi. Et on vous écoute, oui, il y a des podcasts, c'est ça. Super. Faut écouter Nathalie, sans faute. Voilà, fin de cette émission. On se retrouve demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart. Salut.